Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, c'est la fin des vacances, ça y est, je suis tristesse. Mais bon, tant pis, faut bien se remettre au travail pour repartir en vacances après. Voilà, donc c'est septembre, c'est la rentrée. J'aime bien cette période voilà, où l'été se termine pour arriver en automne, vu que l'automne est ma saison préférée. Voilà, je commence à aller mieux dans ma tête, même s'il fait beaucoup trop chaud encore. C'est pas grave, c'est la vie, il va falloir s'y habituer, j'ai l'impression. Donc bon, c'est la rentrée, je vais vous présenter du coup dans cette vidéo mes lectures du mois de juillet et d'août, et la semaine prochaine vous aurez le book haul de juillet et d'août. Voilà, mes lectures estivales, j'ai l'impression d'avoir plus lu que d'habitude, ce qui est rare, parce que j'avoue que l'été, comme beaucoup de personnes, je lis pas énormément parce que déjà je suis en vacances, du coup je fais autre chose. Et parce que en plus la chaleur, moi ça m'épuise beaucoup, donc je passe plutôt ma vie à dormir plutôt qu'à lire. Donc bon, mais j'ai lu quand même pas mal de bricasses, je viens de me rendre compte. Donc bon, c'est parti, on va commencer de ce pas. Alors au mois de juillet, j'ai lu 3 livres et le premier, alors je suis tellement contente de vous parler de lui en premier. Il est de toute beauté, il est tout beau. C'est le dernier tome de la saga Fils des Brumes, le héros des siècles de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je vous l'ai vendu, je crois, la vidéo d'avant et la vidéo d'encore avant, parce que c'est trop bien. Ce final, il est juste grandiose. Ça va être un peu dur de me remettre les idées en place, parce que du coup ça fait un mois que je l'ai lu, un mois ou deux. J'aimerais vraiment vous communiquer tout l'amour que j'ai et me souvenir des détails, parce que c'est vrai que c'est énorme. Vraiment, j'adore tout ce qu'il y a, tout, franchement, l'écriture slash traduction est phénoménale, vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. Brandon Sanderson sait y faire, vraiment, à l'écriture, à toute la construction de l'univers, tout ça, c'est vraiment énorme. C'est pour ça que vraiment, la saga qui m'intéresse, c'est les archives de Rochard, je crois, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais je ziote dessus très fort. Donc voilà, mais pour en revenir avec le héros des siècles, c'est vrai que le premier tome a été un tel coup de foudre, notamment avec le personnage de Kelsey, et j'avais énormément peur de ce qu'allait advenir ce personnage, ou cette représentation si on peut dire, dans le tome 2 et dans le tome 3, parce que Kelsey porte le tome 1 à lui tout seul en fait, et dans le tome 2 je l'avais dit, je pense que malgré son destin dans le tome 1, il restait quand même assez présent dans le tome 2, j'avais énormément aimé, et il est encore là dans le tome 3, notamment via Spectre. Voilà, il y a tout un passage Spectre où voilà, il est tout seul et c'est sa première mission un peu solo. Il en a énormément sur les épaules, et c'est vrai qu'il va faire beaucoup le lien avec Kelsey, notamment avec d'autres choses. Et c'est hyper émouvant d'avoir toujours l'ombre de Kelsey derrière, que ce soit derrière Spectre ou derrière Vin, énormément, et derrière Elend, parce que Elend il a l'impression un peu d'être dans son ombre malgré qu'il ne soit plus là. Donc c'est vrai, ouais, je suis hyper contente de la manière dont ça a été fait, que le personnage ne tombe pas dans l'oubli, mais qu'il soit pas non plus hyper présent. Alors certes oui, vu qu'il y a toute une église à son nom, mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus mises en avant, et c'est tant mieux, franchement. Mais voilà, la place que Kelsey a dans le tome 3, et voilà, c'est ce que je voulais. Et voilà, c'est un hommage, je pense, un peu à ce personnage qui est juste très bien fait. Après, pour en revenir à l'intrigue, alors on suit 3 gros points de vue, notamment le point de vue de Vin, qui est voilà, l'héroïne, avec Elend qui voilà, cherche un moyen de combattre ce qu'a libéré Vin à la fin du tome 2. On sait pas trop ce que c'est, et même à la fin du tome 3 il y a énormément de questions sur voilà, ce que c'est, et c'est hyper bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions encore en suspens auxquelles on peut répondre nous-mêmes. Enfin il y a les réponses dans la, je sais pas comment dire, la deuxième saga en gros de Fils des Brumes, dont je m'intéresserai pas parce que franchement j'ai pas envie. Mais ouais, il y a encore d'énormes mystères par rapport à cette chose là, qui fait que c'est hyper intéressant. Vraiment, le fait de pas avoir toutes les réponses à la fin d'une saga, par moments ça et puis même majoritairement ça m'énerve un peu, mais là c'est tellement bien fait que voilà, nickel. Et voilà, il y a tout un truc avec Vin et Hélène, du coup, leur relation qui est au beau fixe, contrairement dans le tome 2. Là, elle arrive à son apothéose. Je veux dire, c'est encore le lien avec la confiance qu'il y a depuis le tome 1.
parce que Vin est un personnage qui accorde très mal sa confiance. Non, pas très mal, c'est un mauvais jeu de mots, c'est plutôt elle accorde pas beaucoup et avec beaucoup de difficultés. C'est ça plutôt. Et là voilà, ça arrive petit à petit à son paroxysme parce que dans le tome 2 il y avait une sorte de top au sein de leur bande, donc elle avait très peur. Et là dans le tome 3 ça continue encore. Voilà, cette espèce de confiance qui s'instaure entre eux, entre la bande de voleurs. Et, ouais, et le fait de tu me fais confiance, je te dis pas tout et je sais c'est frustrant, mais continue à me faire confiance parce que je sais ce que je fais. Et c'est toute la notion qu'il y a derrière ce tome 3, parce que après tout la chose qu'a libéré Vin est omniprésente et omnisciente. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'oral de peur d'être écouté un peu. Et voilà, donc voilà, cette confiance là, c'est aussi le fil rouge dans ce roman. Et notamment via Sazed, qui lui est du côté de Spectre et de Brise. Voilà, où lui il n'a plus confiance en rien du tout, parce que les événements du tome 2 l'ont laissé plus bas que terre. Et j'ai été assez vraiment émue de par le rôle de Sazed, parce que c'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup depuis le tome 1 et qui m'a beaucoup intéressée dans le tome 2 et dans le tome 3. J'étais hyper curieuse de savoir comment il allait vraiment finir quelque part, parce que c'est un personnage très humain, comme alors que c'est pas, je sais pas comment dire, dans l'univers, les personnes comme Sazed sont plutôt considérées comme pas des esclaves mais des serviteurs qui n'ont pas tellement de sentiments, tout ça. Et pourtant Sazed, je crois, est le personnage le plus humain et le plus touchant de tout le livre, parce que c'est lui qui se pose énormément de questions, le plus de questions, même si dans ce tome 3 justement il est en mode de toute manière je m'en fous, ça sert plus à rien, je crois plus en rien, pourquoi je continue à me poser des questions. Et il va y avoir une petite étincelle après vers la fin du livre qui va lui redonner espoir et lui redonner quelque chose. Et son destin vraiment à Sazed, c'est... je veux pas spoiler hein, parce qu'il faut vraiment que vous découvriez la fin, parce que jusqu'au bout, le héros des siècles, on sait pas qui c'est. Et c'est assez dingue parce que le rôle de Sazed il est pour beaucoup. Et franchement... c'est du génie, c'est du génie. J'aime beaucoup aussi parce que à chaque début de chapitre, dans le tome 1 il y avait des extraits de journal de l'ancien empereur, l'Empire Ultime, tout ça. Dans le tome 2 il y avait des extraits qui venaient d'un mur et qui était voilà, le porteur du soi-disant héros des siècles. Là pour le coup on sait pas qui c'est jusqu'à la dernière seconde, vraiment. Alors il y a certains moments où il y a des noms cités dans le texte, du coup on se dit bah, c'est pas lui qui écrit ça, mais du coup ça entretient une part de mystère et ça nous explique aussi un peu ce qui se passe dans le récit, même s'il y a des choses que j'avais devinées. Faut pas voilà, tout ce qui est métallurgie, je l'avais plus ou moins vu venir, vraiment au milieu du livre je m'étais dit Vin, je pense que je sais ce qui se passe. Et pareil pour Spectre je l'avais deviné mais 1000 ans avant aussi. Mais je m'en fous, c'est pas parce que j'ai deviné ce qui allait se passer que ça enlève quelque chose au récit, rien du tout. Justement quand ça arrive à l'apothéose, au fait que à la conclusion, tout s'emboîte parfaitement et c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Donc voilà, Sazed pour le coup, immense personnage. Je suis un peu déçue de pas avoir plus souvent le point de vue de Brise, parce que Brise on l'a beaucoup dans le tome 2 et dans le tome 3 pas trop, donc j'étais un peu déçue. Mais à la place on a le point de Spectre, et Spectre, je l'aime. C'est un de mes personnages favoris avec Sazed et tous les autres de toute manière, mais Spectre c'est celui qui a une évolution de dingue, parce que dans le premier tome on le voit tout petit, qui est tout timide et qui fait rien, qui a peur, et dans le tome 2 ça se confirme, voilà, il exécute ce qu'on lui dit, il a pas tellement de volonté propre, et dans le tome 3 c'est du génie, c'est du génie. Spectre est juste phénoménal, donc je l'aime d'amour, tout simplement. Et après on a une troisième personne qui est Horror, que j'avais énormément aimé dans le tome 2, même s'il s'appelait pas comme ça. Je vais pas non plus... Non c'est pas Horror, c'est Tisun. Je confonds les deux justement du coup. Mais vraiment, je l'ai tellement aimé. C'est l'espèce de Kandra qui normalement n'est pas censé avoir une réflexion humaine. C'est ce qu'il dit en plus dans le livre, c'est qu'il trouve ça étrange que eux, les Kandra, qui sont censés être une espèce supérieure ou du moins différente des humains, pour faire un corps ils s'inspirent des humains.
Donc c'est assez étrange, vraiment il soulève beaucoup de points, Tiesun, et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, en plus il parcourt toute la carte entière pour trouver Vin et au final il est... ouais, je sais pas spoiler non plus, mais vraiment il est là, à chaque fois il arrive dans une ville, là. On m'a dit que Vin était ici. Ah, elle est pas là? Bon, ben on retourne là-bas. Vraiment il fait le tour du monde pour la retrouver. Et c'est hyper bien. Tiesun, je l'ai beaucoup aimé parce que je m'attendais pas à... ou au ressort. Franchement je les confonds tous les deux, mais parce que vu que l'un a pris la place de l'autre c'est un peu compliqué à suivre. Mais ouais, il soulève beaucoup de points. Et il soulève aussi toute la partie Kandra qui était assez mystérieuse, parce que en plus des humains, du coup il y a les Kandra et il y a les espèces de monstres bleus, je sais plus comment ils s'appellent. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc j'ai plus tous les noms. Mais c'est vrai qu'on en apprend beaucoup plus sur les deux espèces, leur lien via le Seigneur Maître, comment ils ont été créés. Voilà, tout ça se goupille vraiment hyper bien. Et puis voilà, la place des Kandra, ce qu'ils vont apporter à la fin. Et voilà, ça apporte à peu près toutes les questions qu'il y avait autour de l'Empire ultime, comment il a été créé et d'où il vient. Donc vraiment très très bien, très très bien. Et surtout on ne s'y attendait pas forcément, parce que les Kandra on les voit depuis le premier tome. Et c'est assez ouf que l'évolution que ça a. Même il y a des événements que j'ai trouvé assez bien faits, parce que justement dans le premier tome il y a une énorme question sur Vin et les brumes qui est répondue dans le tome 3. Et ça, justement le fait que ça a été réfléchi depuis le tome 1 pour qu'on ait la conclusion dans le tome 3, c'est énorme, c'est juste énorme. C'est un peu comme l'attaque des titans, quand il y a des choses qui se passent 1000 ans avant et qu'on trouve le moyen de te le rappeler à l'heure fatidique au dernier. Voilà, c'est juste du génie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Fils des Brumes. C'est l'une de mes sagas coup de cœur de l'année. Je pense que ça va être compliqué de la détrôner. Et je vous encourage vraiment à découvrir Fils des Brumes, ça vaut tellement le coup d'œil, j'aime beaucoup. Tous les personnages sont bien écrits, sont bien faits, vraiment, ils m'ont mis les larmes aux yeux à la fin. C'est pour ça que je veux pas m'intéresser à l'autre saga, parce que je sais que ça se passe des années après, pardon, et il va y avoir peut-être des rappels aux personnages d'ici. Et je veux pas parce que tout est bien fait, bien fini, même si voilà il y a quelques mystères qui restent encore à soulever, je m'en fous, vraiment je m'en fous. Et au pire, si un jour je veux la réponse, déjà j'ai regardé sur internet, du coup je les ai, mais au pire je pourrais toujours la découvrir. Mais là j'avoue que non, je veux rester sur cette fin là, je veux rester sur, voilà, il n'y a pas de suite, c'est comme ça que ça se finit. Et le monstre qui reste voilà, aux survivants, eh ben il sera construit d'une telle manière, voilà, que je me la suis imaginée, c'est bon, j'ai la fin pour moi toute seule et tout va bien. Donc voilà, lisez Fils des Brumes, découvrez Fils des Brumes, c'est du génie, c'est du pur bonheur. Vraiment saga de coup de cœur, je l'adore. Et vraiment, en lisant le premier tome, je me serais pas attendue à finir comme ça. Ensuite, pour finir le mois de juillet, c'était ma période, je suis malade, j'ai le Covid, me cherchez pas, je suis fatiguée, j'en peux plus. Donc j'ai lu 2 livres qui sont plutôt petits, parce que j'avais la flemme du coup de me plonger dans des pavasses. Et je me suis attaquée au 11e tome de l'Épouvanteur, le Pacte de Slither de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, que j'ai ici en poche. Et écoutez, je sais pas trop comment l'évaluer ce livre. Ouais. Et il y a des gens qui m'ont dit sur Instagram, et je le savais déjà de plus ou moins de base, que c'était normal, que ce tome 11 là, on allait en découvrir un peu plus au fur et à mesure des tomes qui allaient suivre. Qu'il n'était pas là par hasard, qu'il y avait une autre intrigue qui allait se faire derrière avec Tom et Alice et l'Épouvanteur, tout ça. Parce que là, dans ce livre-là, ça ne parle pas du tout de Tom, ni de Alice, ni de tous les autres personnages principaux, même s'il y a une apparition de Grimalkin. Là, non, c'est 2 nouveaux personnages. Alors d'ailleurs, j'ai un peu moins aimé, comment dire, la narration, c'est-à-dire que c'est à la première personne toujours, avec le point de vue de Slither, mais des fois en plein milieu il y a des... Alors c'est rare quand même, mais je tiens quand même à le souligner, des points de vue d'une des filles qu'il a sous son aile, entre gros guillemets, et ça casse un peu le rythme, j'ai l'impression, surtout que son point de vue à elle n'apporte pas énormément de choses, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir rajouté son point de vue. Mais bon, passons. Pour en revenir vraiment au récit, ça se passe du coup direct après le top 10, où Grimalkin, du coup, Tom, tout ça, ont récupéré la tête du diable parce qu'il lui avait été volé, ils l'ont récupéré. Il y a quelque chose comme ça, je me souviens plus trop de l'intrigue principale, il va falloir que je relise, je pense, le tome 10 avant de me plonger dans le tome 12
qui sort en novembre je crois. Mais ouais, donc c'est pour ça que je sais pas trop, vu que je connais pas la suite, vu que je sais pas trop, évidemment enfin je l'ai trouvé moins bon que les autres épouvantaires parce qu'il n'y a pas Tom, il y a même pas Alice, donc comment vous dire, même Alice m'a manqué, alors ce qui est un souci, donc je sais pas trop comment le prendre, vraiment il faut que je lise le reste pour avoir vraiment un avis dessus, parce que il y a tout un nouveau bestiaire qui se met en place, une nouvelle intrigue, un nouveau lieu même. Donc en soi il est bien, pris tout seul, mais dans la saga, à l'heure actuelle où j'en suis, je n'en comprends pas trop l'intérêt. Même s'il y a Grimalkin qui arrive, qui fait une apparition et qui repart. Voilà, je sais pas trop d'ailleurs ce qu'elle fout là, mais bon tant pis. Donc bon, je sais pas trop quoi vous en dire. L'intrigue en elle-même elle est plutôt chouette. Après c'est pas le meilleur non plus. En fait j'ai énormément de mal avec le personnage de Slither. Parce que, alors c'est intéressant pareil que Grimalkin d'avoir un point de vue d'une créature de l'obscur. Voilà, une créature méchante entre guillemets. Mais j'avoue que Slither, c'est compliqué que s'attacher à un personnage tel que lui. Alors il est certes droit dans ses bottes, mais tout le rapport qu'il a avec l'humain ou quoi... c'est assez compliqué, hein. Alors peut-être qu'il n'a pas eu le déclic comme a pu l'avoir Grimalkin justement. Mais c'est vrai que ça reste un personnage assez... même pas mystérieux ou énigmatique, c'est juste que... il peut lui arriver tout ce qui peut se passer, je m'en fous un peu en fait, clairement, je sais pas trop. Vrai, il m'a pas emballé plus que ça, ce tome 11. Il faut que je vois du coup le tome 12 et après la suite comment il s'articule avec le reste de la saga. Parce que là, à l'heure actuelle, je l'ai lu et en une journée ou deux, et puis voilà, ça m'a pas plus transcendé que ça. Pourtant, d'habitude, les tomes de l'épouvantaire, vous savez à quel point je les aime, à part le tome 6, mais le reste, je les aime d'amour. Et je pense que c'est justement parce que les personnages clés, comme Tom, Alice ou l'épouvanteur ne sont pas là, eh ben, j'ai du mal. Écoutez. Donc même Grimalkin, heureusement qu'elle est là quelque part, même si je sais pas ce qu'elle fait là, parce qu'elle relève un peu le niveau du débat entre justement le bien, le mal, ce que fait Slither, tout ça. Mais bon, sinon, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau de l'intrigue principale de la quête du diable, parce qu'on avait laissé Tom, je sais plus comment, où Alice doit aller récupérer quelque chose dans l'enfer. Et il y a une autre épée, je crois qu'il doit aller chercher. Il lui en faut 3, donc je sais plus trop. Je sais plus trop où ça en est. Mais je crois que Grimalkin a la deuxième et Tom il doit aller chercher la troisième. Ou il a déjà, je sais plus. Mais ouais, il y a tout un truc qui doit se mettre en place pour mettre un terme aux agissements du malin. Et ben là, dans ce tome-là, il n'y a pas grand-chose, même rien du tout, via cette intrigue-là. Donc... voilà, je sais pas trop, je sais pas trop, je verrai au fur et à mesure de ma lecture si mon avis change, mais on verra. J'ai pas envie de le descendre plus que ça parce qu'en fait je n'arrive pas en fait, je n'arrive pas à le déterminer, je n'arrive pas à savoir ce qui sert, donc on verra. S'il faut, si je prends comment dire, la saga dans sa globalité une fois que je l'aurai toute lue, bah je vais changer d'avis, je vais me dire ah il est utile pour ça, 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 mais là à l'heure actuelle, je sais pas, je sais pas. Et pour finir mon mois de juillet, pour le finir en beauté même, j'ai lu ceci. Ce diamant brut, cette perle, ce bijou, bref, Fullmetal Alchemist, édition perfecte par Hiromu Arakawa aux éditions Kurokawa. Ceci est le 11e tome. Et Olivia Armstrong, c'est mon personnage préféré de tous les temps, il surpasse tellement tout. Olivia Armstrong, je sais pas si je vais vous faire des inserts d'images, mais je suis amoureuse d'elle, vraiment, de toute mon âme. Je l'aime vraiment très très fort. J'adore ce personnage et même des années après, à chaque fois que je le découvre, je tombe amoureuse. Donc franchement, Olivia Armstrong, c'est je t'aime. Joyeux, I love you. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le tome 11 on reprend les éléments de la fin du tome 10, notamment avec tout ce qui est guerre Ishval. On est encore dans le passé où, comment elle s'appelle, Hawkeye raconte ce qui s'est passé à Edward, et pareil le médecin raconte ce qui s'est passé à Alphonse au même moment. Voilà, toute l'horreur de la guerre, de ce génocide qu'il y a eu auprès des Gisval. Il met en place aussi le personnage de Kimblee qui est ici, et on a beau le détester de tout son âme, il est quand même sacrément badass et beau gosse. Donc bon, il est là, il va prendre plus de place au fur et à mesure dans les prochains tomes.
pas avec Olivia Armstrong. Et puis voilà, de toute manière tout l'arc de Briggs, je l'aime d'amour, je le défends de toute mon âme. C'est mon arc préféré, c'est le meilleur je pense à mes yeux, parce que il se passe tellement de choses, que ce soit même vis-à-vis de l'intrigue des frères Adric sur la pierre philosophale, sur le fait de ramener leur corps. Il y a Winry aussi qui va faire son apparition. Il y a plein de choses, même du côté de Roy Mustang qui est toujours à Central. Tout va se goupiller et ça va être fabuleux. Fabuleux, vraiment. Pour ceux qui connaissent pas, mais lisez FMA. Lisez FMA, les dessins sont vraiment hyper bien foutus. J'ai vu que Netflix allait faire un nouveau film d'animation. Je suis tombée des nues quand j'ai vu ça. J'ai pas trop compris, j'étais là mais d'où il sort? Donc bref, et il y a le deuxième film live qui est sorti, alors ça je vous déconseille plus ou moins de le regarder. Contentez-vous de l'animé s'il vous plaît, n'allez pas regarder ça s'il vous plaît, ou par curiosité à la fin, mais que ce soit pas votre référence pour Fullmetal, s'il vous plaît. Vraiment, me faites pas ça. Donc voilà, le manga en tout cas, aux éditions Perfect, c'est des tueries, vraiment. Ils sont hyper bien, le papier est hyper beau, il y a des pages couleurs. Vraiment le fait de l'avoir en grand format et pas non plus en énorme comme les éditions colossales, c'est agréable à lire. Et c'est léger aussi. Donc écoutez, je plus sois encore une fois ces éditions. Le tome 12 sort dans quelques jours je crois, au mois de septembre. Je vais me l'acheter évidemment, de toute manière je fais la collection, donc voilà, et puis je l'ai lu et c'est un réel bonheur. Donc bon, je crois que le deuxième tome c'est Winry sur la couverture. Alors je suis pas très fan de ce personnage, mais bon, il faut l'acheter pour lire avant la suite. Donc écoutez, ça sera tout. Ça sera tout pour Fullmetal Alchemist. J'ai pas envie trop de vous en dire sur l'intrigue, surtout si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, parce que ça serait dommage de vous spoiler. Mais en tout cas, l'arc de Briggs, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Donc voilà, découvrez FMA si ce n'est toujours pas le cas. Redécouvrez-le si vous voulez, parce que c'est de la bombe atomique. Et puis je vais finir sur ça. Ensuite, mon mois d'août, j'ai lu 3 livres, dont celui-ci, de toute beauté. Je vous présente le dernier tome du Sorceleur de Andrzej Sapkowski que j'ai aux éditions France Loisirs. Alors je me suis contentée du dernier tome parce que là il y a la nouvelle La Saison des Orages. Je ne l'ai pas lu et je ne compte pas la lire, du moins pas maintenant tout de suite. Là je me suis vraiment arrêtée au dernier tome, La Dame du Lac. Et écoutez, je sais pas trop, je sais pas trop quoi en penser. Alors c'était trop bien, vraiment. J'ai beaucoup aimé de toute manière la saga du Sorceleur dans son entièreté, parce qu'elle est trop bien et parce que Geralt, Ciri et Yennefer sont une famille qui m'émeut beaucoup, et notamment dans ce dernier tome parce que voilà, il y a la retrouvaille et j'ai pleuré et c'était tellement bien parce que même s'ils sont plus bas que terre en sang et dégueulasses, eh ben ils s'aiment de tout leur cœur. Donc franchement, il y a un réel lien entre eux, un réel amour qui s'est tissé entre ces 3 personnages, qu'on le sent quoi, au plus profond de notre être, dans nos tripes, que ces personnages c'est eux 3 ou personne. Donc voilà, je les aime d'amour juste pour ça. Après, je voudrais souligner quelques petits points. J'ai eu un peu de mal à me plonger dedans, parce que il y a des personnages qui ont été créés et on sait pas trop à quoi ils servent, mais bon ils sont là. Et c'est vrai qu'on commence de suite par eux. Et j'ai pas trop suivi. Mais bref, passons, une fois que c'est passé, qu'on est vraiment du point de vue de Geralt, de Yennefer ou même de Ciri, ça envoie, ça bombarde, ça va plus vite. Après, alors je dirais pas que ça me mal, mais c'est vrai que là, dans ce dernier tome, on commence avec le point de vue de Ciri qui va raconter ce qui s'est passé. Donc forcément, on se dit, comment ça va se terminer cette histoire? Alors certes on veut une happy end de malade, mais je savais d'avance que ça n'allait pas être une happy end. Donc le fait qu'on te le rappelle dès le premier chapitre, c'est pas ouf, voilà, t'as pas envie, t'es là, je veux pas que ça va finir sur ça, ça m'énerve. Donc écoutez, il y a ça, mais bon, on s'y fait vite parce qu'on a déjà vu ça dans les précédents tomes où Ciri va raconter son expérience traumatisante, voilà, à quelqu'un qui l'a sauvée d'un mauvais pas. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé Ciri, j'aime beaucoup Ciri parce qu'on l'avait pas trop vu les tomes d'avant. Là, écoutez, elle est bien, elle est bien. Alors le personnage qu'on voit le moins quand même c'est celui de Yennefer. Je suis un peu déçue, mais bon, après ça se comprend pourquoi on la voit pas trop.
mais j'aurais préféré quand même qu'elle soit un peu plus présente parce que c'est la figure maternelle de Ciri et je trouve qu'elle n'a pas été assez présente. Donc bon, tant pis. Et après évidemment il y a Geralt. Geralt que j'aime beaucoup parce que il est malin, il est intelligent, il sait se remettre en question aussi, même si des fois c'est à contre-cœur, vraiment il faut lui mettre le couteau sur la gorge pour qu'il admette que peut-être que c'est mieux de penser autrement ou que c'est mieux de faire autrement. Mais il est comme ça, il est bourru et je l'aime beaucoup. Après j'aime beaucoup aussi toute la clique qu'il a suivie, que ce soit Jaskier, il y a Caleb je crois, Carib, je sais plus comment il s'appelle, il y a je sais plus, vraiment je me souviens plus des noms et c'est une honte, les deux filles, l'archère et l'autre que Angoulême je crois qu'elle s'appelle, j'ai retenu le nom de ville mais bon c'est pas grave. Et après il y a le vampire aussi, je me souviens plus comment il s'appelle, mais vraiment toute la clique qui accompagne vraiment jusqu'au bout Geralt, malgré voilà, comment ça va se finir, ils vont être avec lui. Et c'est complètement désintéressé et c'est ça qui est beau. Ils ne connaissent pas du tout Ciri et pourtant ils vont tout donner clairement pour la sauver, pour Geralt. Et c'est beau. Vraiment une amitié comme ça c'est hyper touchant à suivre. Surtout celle avec le vampire parce que Geralt justement est un tueur de monstres. Et le fait qu'il se lie d'amitié avec un vampire c'est hyper touchant et émouvant. Donc franchement je l'aime d'amour. J'aime d'amour ce tome. Après, comment dire, la fin m'a laissé un peu dubitatif parce que, alors s'il y a des gens qui peuvent m'expliquer en commentaire ou sur Instagram, je suis preneuse. Parce que moi de ce que je sais ou de ce que j'ai pu lire, c'est que les jeux s'inscrivent dans la suite du livre. Et encore heureux parce que vu comment ça se termine, moi j'avais envie de tout cramer. Vraiment de cramer le livre et j'étais là mais c'est pas possible. Heureusement qu'il y a des jeux parce que une fin comme ça c'est horrible, vraiment c'est horrible au possible. Donc je suis curieuse de voir le lien parce que mon copain qui a joué au jeu 1 et au jeu 2 et qui joue au jeu 3 en même temps que moi a essayé d'expliquer comment commencer le jeu 1 parce que je voulais faire le lien un peu entre ce qui se passait dans la fin du livre et comment le début du nouveau jeu quoi, enfin parce que c'était censé être la suite. Et ben je l'ai pas ce lien. Du coup je suis un peu paumée, je sais pas trop comment lier les deux. Donc s'il y a des gens qui savent m'expliquer, sans me spoiler plus que ça les jeux, parce que le jeu 3 je suis en train d'y jouer et je voudrais ne pas savoir la fin, merci. Bah je suis à l'écoute, vraiment parce que j'arrive pas à dégoupiller. Vu la fin, elle est assez floue même, hein. Alors Ciri c'est ok, mais Geralt et Yennefer, j'arrive pas à savoir vraiment comment ils... Je sais pas. Donc il y a une espèce de flou autour de leur destin qui est assez compliqué. Et après il y a aussi tout le climat un peu entre... Comment dire, entre la guerre de Nilfgaard et des pays du Nord. Alors il y a le traité qui est signé, mais bon, ça pue des fesses un peu, j'ai l'impression. Donc il faut vraiment que je fasse le lien entre les jeux et le livre parce que j'ai un peu de mal. Donc bon, après pour en revenir plus au livre, écoutez, c'est Le Sorceleur. Donc je vous encourage à le lire de toute manière parce que c'est pépite. Après, comment dire, je préfère ce qui se passe dans le livre que ce qui se passe dans la série, notamment la saison 2, parce que alors, le personnage de Yennefer dans la série, je le trouve pas bien fait, je veux dire, parce que il se passe des événements dans la saison 2 qui, si on a lu les livres et qu'on connaît le personnage de Yennefer, ça ne serait jamais passé. Vraiment ça, non c'est juste pas possible en fait. Donc vraiment c'est peut-être le personnage de Yennefer dont je suis le plus déçue. Après voilà, Geralt et Ciri dans la série sont priceless de toute manière. Donc franchement, allez-y les yeux fermés. Le Sorceleur c'est une saga à découvrir, c'est l'un des piliers de la fantasy. Je suis très contente de l'avoir lu. Vous le verrez dans le prochain book haul, mais je suis un peu en train de craquer sur Le Sorceleur. Donc écoutez, voilà, mais je suis très contente d'avoir mis un point final aussi à cette saga qui me traîne un peu dans les pattes depuis un petit moment. Voilà, donc je suis triste évidemment de quitter ces personnages, mais que voulez-vous, je vais les retrouver dans le jeu, donc je suis contente et j'espère que la fin que je vais obtenir ravira mon cœur parce que sinon je vais chialer. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire votre avis sur Le Sorceleur.
parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont été plus ou moins déçues de la saga quelque part, donc je suis curieuse de savoir votre avis. Mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai énormément aimé. C'est peut-être pas la saga coup de cœur auquel je m'attendais, même si l'intrigue en elle-même oui, mais c'est juste qu'il y a certains problèmes de narration je trouve des fois qui font que ça sort du récit. Mais vraiment, allez-y les yeux fermés, il faut le lire une fois dans sa vie. Ensuite, après ma lecture de la saga du sorceleur, je me suis penchée sur une note de mes sagas et j'ai lu le tome 2 de Night Runner, les traqueurs de la nuit de Lynn Fleetwood, que je vais aux éditions Brajlon en 10 books. Et quel bonheur quel bonheur, qu'est-ce que j'ai aimé. Oh là là, c'est une tuerie. Vraiment, c'est à ça d'être le coup de cœur. C'est un coup de cœur en lui-même, mais j'attends vraiment d'avoir lu toute la saga pour le qualifier de coup de cœur. Mais vraiment, je l'ai lu à une vitesse scandaleuse, vraiment. J'aime tout, j'aime tout. Je suis tellement contente qu'on m'ait recommandé cette saga. Merci, vraiment, mais merci, j'allais passer à côté d'une telle pépite. Donc écoutez, je vais vous le vendre, voilà, comme les autres. Alors, le tome 2 s'inscrit peut-être 1 ou 2 mois après les événements du tome 1. Ce tome 2 va regrouper comment dire, l'intrigue qui s'était faite dans le tome 1 et qui était restée un peu en arrière-plan. Là dans le tome 2 ça va être plus important et ça va même se clôturer. Dans le tome 3 ça va être sur autre chose, même si voilà, il y a des fonds de guerre entre pays qui vont continuer je pense au fur et à mesure des tomes. Mais là en tout cas le gros du gros va se terminer dans le deuxième tome. Et c'est tellement bien, c'est tellement bien. Alors il y a beaucoup de choses qui sont bien fichues, l'intrigue est bien, alors même si des fois comment dire, c'est pas non plus une très grosse intrigue comme ça peut l'être dans Fils des Brumes, mais ça tient la route, c'est éreintant, ça bouge et tout, il y a même des moments de pause qui sont bienvenus, c'est... voilà, tout s'enchaîne, et que ce soit des moments calmes ou des moments un peu plus rythmés, un peu plus d'action. Je trouve que le rythme est assez bien maîtrisé, donc on s'ennuie pas, vraiment on s'ennuie pas. De toute manière je l'ai dévoré juste en quelques jours, donc c'est pour vous dire que j'étais vraiment très à fond. Ensuite il y a les personnages qui font énormément de choses, vraiment c'est eux qui portent la saga, je pense à eux tout seuls, notamment la relation entre Alec et Cyril. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on m'a vendu ce livre à la base, c'est leur relation qui est juste tellement bien et elle évolue d'une manière mais apocalyptique, j'ai pas d'autres mots, vraiment c'est un feu d'artifice leur relation et j'aime beaucoup. Alors c'est la relation MM, mais bon c'est pas non plus hyper bien détaillé, alors je sais pas ce que ça va devenir dans les tomes d'après, mais dans le tome 2 vous inquiétez pas, il n'y a pas de trigger ou warning sur ça du moins. Mais voilà, leur relation est tellement belle, tellement touchante, même parce qu'on a le point de vue à la fois de Cyril et d'Alec, et les deux ils me font battre mon cœur mais à une telle vitesse, je suis émue, ils me font rire, ils me font vraiment du pur bonheur de les suivre tous les deux. Donc vraiment, je les aime d'amour. Ensuite, il y a plein d'autres personnages secondaires, il y a notamment Mukum que j'aime beaucoup, il y a sa fille Becca qui prend plus de place dans le deuxième tome et qui je pense va prendre plus ou moins de l'importance au fil des tomes. Je l'aime beaucoup ce personnage, même si des fois je la trouve un peu, je sais pas, trop mature pour son âge. Je sais pas trop comment le... Alors est-ce que c'est le fait qu'elle grandisse dans un univers comme ça qui la rend dure? C'est peut-être ça aussi, mais j'avoue que elle a pas trop l'innocence que je peux attendre d'une personne de son âge. Mais c'est peut-être l'univers qui veut ça après, donc voilà. Il y a aussi toute la partie magique avec Lysander et Tero. Tero, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va nous réserver pas mal de choses pour les tomes d'après, parce que c'est un personnage dont l'évolution, je pense, va être très belle à suivre. Après, s'il faut que je me trompe, c'est ce que j'espère du moins, mais voilà, on va voir. Après, il y a Lysander évidemment qui a beaucoup de place vis-à-vis de Cyril notamment. Et je l'aime beaucoup, même si des fois je le trouve un peu, comment dire, je dirais pas dur, mais c'est vrai que des fois j'ai envie de lui dire oh calme-toi, redescends un peu d'un étage. Mais écoutez, sinon c'est un très bon personnage qui va aider nos héros de toutes les manières possibles et imaginables. Donc voilà, même quand il est plus bas que terre, il va faire en sorte d'aider tout le monde du mieux qu'il peut. Donc écoutez, je l'aime beaucoup aussi et puis voilà, donc j'adore. J'adore, l'intrigue après est très bien fichue, ça se clôture très bien. J'ai un petit bémol peut-être sur la... Alors je sais pas si c'est la traduction qui veut ça ou si c'est pareil dans la version VO.
mais je trouve que question description, des fois ça pêche un peu, notamment en description de lieux, parce qu'à un moment donné ils vont se retrouver dans un endroit qui est assez important, parce que c'est là où va tout se faire dans le final, et j'ai pas réussi à me le visualiser en fait. La description était pas très bien faite à mon sens. Alors je sais pas si c'est la traduction qui veut ça du coup, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Je me suis fait du coup mon propre truc à moi toute seule là, qui correspond plus ou moins à ce qu'il fait, mais en lui-même le texte ne m'a pas beaucoup aidé à me visualiser certaines choses. Voilà, alors j'ai pris le moment final, mais il y a aussi un autre moment où Cyril va quelque part, il y a une grotte, tout ça, et pareil, là aussi j'ai eu un peu de mal à visualiser la situation. Donc c'est peut-être le seul bémol que j'ai à faire, et c'est même pas pour les intrigues ou pour les personnages, c'est vraiment quelque chose de plus voilà, dans l'écriture même. Je sais pas si je vais retrouver ce problème là dans les tomes d'après, ou si c'est vraiment typique la traduction, je sais pas, je serais curieuse de voir en VO comment ça a été écrit. Mais j'ai peur de pas tout comprendre, donc je vais pas m'y aventurer non plus. Donc voilà, c'est le seul défaut que j'ai à soulever. Sinon le reste, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Foncez sur les trackers de la nuit. Night Runner, vraiment, tout est bien fichu. Alors j'ai pas trop non plus envie de vous le survendre parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes. Et il y a 7 tomes en tout. Donc on verra au fur et à mesure si mon engouement reste le même. Mais en tout cas à l'heure actuelle, j'aime beaucoup Night Runner. Et voilà, j'espère que d'ici la fin de l'année j'aurai lu 2-3 tomes de plus. Je sais pas trop, j'ai pas trop envie de trop m'avancer non plus. Mais en tout cas, très très belle saga et je pense que je la finirai pour 2023. Et pour finir, ma dernière lecture du mois d'août. Voilou, je me suis enfin lancée dans Capitale du Sud, le premier tome, Le sein de la cité, aux éditions Aux Forges de Vulcain par Guillaume Chamanadjian, si je ne l'écorche pas. Je l'ai lu en lecture commune avec une personne, un abonné d'Instagram, donc coucou si tu passes par là. Et écoutez, c'était une belle surprise, même si... Alors comment dire, l'écriture est très très bien, vraiment. Alors le fait que ce soit en plus un récit français, ça apporte beaucoup, je pense. C'est hyper fluide, vraiment ça se lit mais à une vitesse et avec une facilité assez déconcertante. Vraiment j'aime beaucoup, j'accroche beaucoup à sa plume, à monsieur Chamanadjian, je voudrais pas trop écorcher son nom. Donc voilà, ça se lit, vraiment une vitesse, ça se lit vraiment. J'ai beaucoup aimé et surtout il dépeint l'univers, je trouve, qui change de l'ordinaire à mon sens. Ça fait un petit moment que j'avais pas lu une fantasy vraiment, je dirais pas 100% politique, mais dans le sens où on reste cantonné à la ville. Il n'y a pas de voyage, de quête, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est cantonné à un endroit et tout se fait par derrière. Il y a beaucoup de manœuvres politiques qui se mettent en place, vraiment de coups fourrés, de petites ruses aux 4 coins de la ville. Donc voilà, et tout ça c'est à cause d'un projet que veut mettre en place le duc de Nox, qui est notre héros. Voilà, et là il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Et l'intrigue est assez bien fichue. Alors je suis un peu déçue dans le sens où je reste sur ma faim parce que, alors comme vous l'avez vu dans mes autres lectures, à part comment dire, l'épouvanteur, j'ai lu quand même de grosses pavasses qui font minimum 600 pages. Et là, ce livre-là fait moins de 400, il doit faire 380 quelques pages. Et à la fin, quand je l'ai fini, je me suis dit, mais merde, que ça? Mais elle est où la suite? C'est que maintenant que ça se passe là, elle est où la deuxième partie du livre? Vraiment, clairement, j'étais là en mode, il me manque 200 pages, elles sont où? Donc c'est peut-être, comment dire, le bémol que j'ai vis-à-vis de moi, c'est que j'aurais dû peut-être le lire à un autre moment où j'avais enchaîné peut-être des petits livres, tout ça. Parce que là, je me suis dit, mais attends, c'est à ce moment-là que ça se passe tout. Pourquoi tu t'arrêtes? Je veux savoir la suite en fait. Donc voilà, j'ai été frustrée dans le sens où, ben voilà, il me manque 200 pages. Mais je pense que ces 200 pages sont dans le tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps je crois. Donc je vais me l'acheter incessamment sous peu, même si je pense que je vais lire avant le premier tome de Capitale du Nord, parce que le prologue dedans, et le prologue me donne très très envie. Donc je pense qu'il vaut mieux que je lise Capitale du Nord avant, comme ça peut-être qu'il y aura les liens qui se font entre les deux cités et tout ça. Vraiment je pense que je vais lire comme ça.
Mais pour en revenir à Capitale du Sud, à part voilà, ce problème de 200 pages qui me manque, c'était hyper bien. Vraiment, Nox est un personnage auquel on s'attache hyper facilement parce que c'est quelqu'un de foncièrement gentil, de foncièrement bon. Il veut vraiment essayer de rendre service au plus de personnes possible. Il essaie de se faire une place comme il peut au sein de sa famille parce que c'est une personne adoptée de manière assez tragique, lui et sa sœur. Donc bon, c'est le gentil en fait un peu. D'un côté on a le méchant ou la méchante qui est sa sœur, qui alors je pense que beaucoup de personnes ont eu envie de la claquer et moi dont, mais je crois qu'elle nous réserve quand même pas mal de surprises, cette Daphné. Même si elle a l'air un peu éclatée par moments, vraiment elle est dans des endroits je sais pas trop, mais elle est un peu folle. Je suis curieuse de savoir son évolution et de voir comment ça va se faire. Parce que elle attise ma curiosité. Je pense que elle a 2-3 petits tours au fond de ses poches. Alors ça va être pour le meilleur ou pour le pire. Mais ouais, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Et après, il y a toute une partie des personnages qui suivent Ox qui sont Ox, n'importe quoi, c'est Nox. Oula, Ox, je me suis trompée de saga là, c'est le clan Bennett. Ouh, on va se calmer. Donc pour en revenir à Nox, il y a toute une panel de personnages secondaires qui sont hyper attachants. Que ce soit la maître d'armes qui le suit, il y a aussi la personne qui l'emploie dans le... Alors c'est pas un restaurant, c'est une sorte d'épicerie, je sais pas trop comment on peut le dire. Il y a aussi, il s'est fait des potes, des amis avec Simestre je crois qu'il s'appelle, une fille de duc, tout ça. Il prend de l'ampleur, il prend de la place un peu à ses dépens, parce que je pense qu'il veut juste vivre de manière simple, tranquille, pépouse. Et son duc va l'amener à faire des choses et à dire des choses qu'il veut pas, clairement. Et je pense que c'est pour ça, là, il y a la rupture à la fin. Et moi, je veux savoir la suite. Donnez-moi les 200 pages qui me manquent, là, c'est pas possible. Donc après, peut-être que c'était le but, hein, vraiment, de s'arrêter pile là et de nous laisser là, alors en mode allô. Voilà, fébrile un peu. Ouais, donc j'ai vraiment envie de découvrir le tome 2 parce que l'intrigue, il y a beaucoup de choses qui ont été inexploitées encore, notamment tout ce qui est par rapport à l'autre monde, l'autre cité, parce que Nox fasse découvrir un peu un pouvoir où il peut changer d'endroit et on connaît pas trop ce qui se passe dans cet endroit. Donc il y a cette partie là qui a été un peu il a été mis en avant mais pour être plus mis de côté par la suite. C'est l'intrigue politique qui a vraiment pris beaucoup de place et on va voir dans le tome 2 si la chose va pas s'équilibrer un peu mieux. On va voir. Donc écoutez, je suis très curieuse de savoir comment ça va se terminer, comment ça va se dégoupiller avec le tome 2. Je comprends l'engouement de certaines personnes, vraiment, parce que comme je l'ai dit, c'est hyper facile à lire, ça déboîte, ça envoie, c'est... Vraiment ça se lit. Mais alors, d'une facilité, j'aime beaucoup l'écriture. Hein. Alors je crois pas qu'il ait écrit d'autres livres le monsieur, mais vraiment, on va voir comment ça se goupille Capitale du Sud, mais il se peut que je m'y intéresse grandement parce que vraiment ça... Voilà, j'ai pas d'autres termes, ça se déplie avec une facilité, une régularité juste phénoménale. Donc voilà. Il y a des personnes, je pense que, parce que j'en parlais du coup avec la personne avec lequel je lisais ce livre-là, que au début c'était un peu, voilà, tu poses l'univers, c'est très scriptif, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est ce qui est voulu. Vraiment, c'est parce que après ça s'emboîte vraiment et ça s'enchaîne avec une rapidité monstrueuse. Donc franchement, très contente d'avoir découvert Capitale du Sud et je vais m'acheter incessamment sous peu le Capitale du Nord. Voilà, parce que vraiment, j'ai très hâte de voir le lien qu'il y a entre les deux cités. Et puis voilà. Donc on va voir comment ça se passe, mais voilà, je vais m'intéresser, je vais m'acheter aussi le deuxième tome de Capitale du Sud, aussi tant qu'à faire. Voilà, comme ça j'aurai tout. Et puis voilà. Donc je suis très contente et je vous le recommande. Avant le tome 2 maintenant. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que c'est pas trop long. J'ai peur, vraiment, j'ai très peur pour mon retour. Faire une vidéo hyper longue et du coup faire un montage assez long. Aïe aïe aïe, mais bon, j'avais beaucoup de choses à vous dire sur mes lectures. Heureusement que j'ai pas compilé avec le book haul parce que ça aurait fait trop long. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos lectures d'été.
et à certains avis voilà, sur certaines de mes lectures, notamment sur le sorceleur. Si vous avez des indications à me donner par rapport au jeu et tout ça, je suis preneuse vraiment parce que j'aimerais beaucoup comprendre. Après peut-être qu'il faut que je cherche un peu plus sur internet, mais ouais. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais pas vous retenir longtemps. Je vous souhaite bon courage pour cette rentrée, pour ce mois de septembre et cette fin d'année qui arrive. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!